Un marchand de biens, il ne cherche pas justement de l'investissement locatif. La plupart des néo-marchands ou des débutants, ils confondent Airbnb, investissement locatif, marchand de biens, investissement longue durée, LMNP. Si tu dois démarrer en marchand, mon meilleur conseil, chaque fois que tu vas être tenté de faire de l'invest locatif à la place de marchand, n'y va pas. On va pas se mentir, on gagne beaucoup d'argent. Donc, et puis marchand, ça va vite. Hein. Tu vois, tu as 20% de marge, tu fais un immeuble à 1 million, bouffe, tu as 200 000. Tu refais un deuxième 6 mois après, bouffe, tu as encore 200 000. Donc, Eric, bienvenue. Eh bien, merci. On démarre ce nouvel épisode de Ça fait un bail avec Eric, président de la Fédération des marchands de biens. J'oublie un mot ou pas ? Non, c'est bon. Non, c'est ça, parfait. On va parler de tes investissements, on va parler de marchands de biens évidemment, peut-être de tes passions pour l'avion et de plein d'autres choses, et de comment devenir riche très vite. Ah, très vite, sans rien faire. Sans rien faire. Bah, bien sûr, la base. Exactement. Voilà. Donc, La base, et ça, et on vous donne la réponse à la toute fin de l'épisode. Il faut vraiment tout écouter. Ouais. Ça se joue vraiment sur pas grand-chose. Super, ça me va comme programme. Pour démarrer avec une question très classique des podcasts, est-ce que tu peux te présenter ? Et je t'invite à prendre du temps, à démarrer même ton enfance. Où est-ce que t'es né ? Ah, mon enfance, oulala, je suis né dans une petite ville du Lot-et-Garonne, entre Agen et Bordeaux. D'accord. Où j'ai gentiment grandi, mobilette 103 SP, classique. Je suis de 1976, donc je sais que j'ai encore ma tête de poupon, mais je commence à être vieux. Je commence à être vieux. Et puis ensuite, pas mal bourlingué, vécu un peu en Espagne. J'ai eu des business, on en rappellera peut-être tout à l'heure, aux États-Unis. Je suis revenu. Lié à l'immobilier ? Lié à l'immobilier, tout à fait. On pourra en parler. Et puis je suis revenu en France. À Bordeaux, où j'ai passé une agrégation un peu sur le tard d'économie de gestion. Donc, je suis devenu professeur agrégé. Donc, c'était le beau titre. Et puis, l'université Savoie-Mont-Blanc, n'est-ce pas, m'a recruté. Alors, parce que j'avais postulé. Alors, on pourrait dire que c'est pour des raisons de carrière ou parce que c'est près de Genève ou pas du tout. C'était juste parce qu'il y avait un spot de parapente de dingue et que à l'époque, je faisais beaucoup de parapente. Donc, c'était à peu près la seule raison objective. Mais ma foi, je suis resté à Annecy, donc aujourd'hui je vis entre un peu la Côte d'Azur, parfois Paris parce qu'on est bien obligé, et puis Annecy. Vraiment parce qu'on est obligé, quoi. Non, j'aime bien être à Paris en plus, mais pas trop longtemps, voilà. Ok, trop bien. C'est quoi ton introduction au marché immobilier ? Alors l'introduction, elle s'est faite un peu parce que justement quand je suis revenu de mes différents périples là. Je me suis retrouvé entre guillemets jeune prof à l'université avec un salaire et puis le salaire il est ce qu'il est hein. Prof de fac c'est pas non plus payer des 100 et des 1000. Comme j'avais revendu mes business, j'avais un peu de sous de côté, mais bon, pas grand-chose. Et puis, je viens d'un milieu extrêmement modeste. Hein. Mon père était facteur, ma mère est morte quand j'étais jeune. Donc, vraiment, on vivait un peu comme ça. Mon père était parti d'ailleurs vivre en Colombie, mais tout le monde pense que c'est alors soit pour faire du deal de cocaïne, soit une vie dans des grands condos prestigieux. Non, pas du tout. Il vivait dans une espèce de petite baraque de rien du tout. Si tu poussais sur les murs, il y a tout qui s'effondrait, hein, fabriqué à l'américaine. Hein. On en reparlera des États-Unis. Mais voilà, donc on est arrivé comme ça, et puis je me suis dit tiens, j'achèterais bien un appart, et puis ça avait l'air de marcher, et puis 2, et puis 3, et puis 10, et puis 20, et puis 30. Bon, et comme j'avais un salaire à peu près tous les mois, et qu'à l'époque on pouvait vraiment fonctionner sur du reste à vivre, bah mon reste à vivre il diminuait, puisqu'à l'époque j'avais ce fameux cash flow positif qui est devenu la méga mode, sans bien comprendre d'ailleurs ce que ça veut dire, parce qu'en fait le cash flow positif ça veut dire beaucoup d'emmerdes, tu le sais très bien. Hein, plus on va aller chercher du cash flow positif, plus on se retrouve dans des situations en merde. Donc j'accumulais les emmerdes, et puis quand j'en ai eu quand même beaucoup, je me suis dit que j'allais en donner aux autres des emmerdes. Donc en fait, j'ai commencé à animer des conférences sur les effets de levier. Alors là, je te parle d'avant la crise de 2008, donc c'est quasiment c'était précurseur, on va dire, parce que maintenant c'est devenu d'une banalité affligeante de voir sur YouTube des mecs qui te promettent d'avoir du cash flow positif. Bon, maintenant j'ai appris à m'en méfier, mais à l'époque ça paraissait très original. Donc j'ai multiplié comme ça les invests locatifs comme Jésus les petits pains. Avec effectivement cet effet d'aubaine où crise de 2008, on a pu racheter des choses qui étaient quand même pas très très chères, et puis qui se louaient, ma foi, plutôt pas si mal non plus. Donc effectivement, l'un dans l'autre, on avait à peu près le cash flow positif, ou au moins neutralisé dans l'ensemble. Puis de temps en temps, on revendait un appart, et puis on empochait des plus-values. Alors on s'est dit, mais attends,
quand on revend les appartes, finalement, c'est là quand on gagne de l'argent, parce que sur le reste, en fait, on s'emmerde. Ouais. Et ce qu'on devrait faire, c'est au lieu d'expliquer aux autres comment faire, on va acheter des appartements, on va les retaper et on va les revendre à d'autres gens qui viennent, eux, chercher le fameux cash flow positif. Et entre les deux, on va faire une marge. Et là, je suis allé voir un avocat, il m'a dit, ça s'appelle marchand de biens. Donc, je savais pas ce que c'était. Il m'a dit, c'est un code NAF spécifique. Là, tu peux plus le faire en SCI, il va falloir être un SAS ou un SARL à l'époque. Bon, SARL, d'accord, ok. Bon, la théorie, avec une agrégée d'économie de gestion, je devrais à peu près y arriver. Bon, en pratique, j'en sais rien. Après, on m'a expliqué, il n'y a pas de TVA. Bon, c'est génial. Vas-y, explique. Bah ouais, t'as des trucs, etc. Et puis, du coup. Moins de frais de notaire. Ouais, moins de frais de notaire. Puis après, comme il y avait plein de gens autour de moi qui me disaient, mais moi, j'en veux des trucs comme toi, j'en veux des trucs comme toi. Bah, on en a acheté 11 d'un coup, on a fait une réunion Tupperware un soir, et les 11 étaient vendus à la fin de la soirée, on s'est dit, il y a un truc à faire. Et donc, on a créé une boîte qui existe toujours, qui aujourd'hui est devenue une agence traditionnelle. J'expliquerai pourquoi, si tu veux, après. Et qui était hyper spécialisée dans... désolé pour les auditeurs, hein, Thierry Vignal, si tu m'entends, t'inquiète pas, voilà, tu le sais d'ailleurs, tu le sais. C'était du Mastéos avant Mastéos. Ouais. Ça ressemble quand même beaucoup. Modulo quand même que le cœur économique était marchand de biens et que quand on avait essayé de faire du Mastéos, on s'était vite rendu compte que ça pouvait pas être rentable parce qu'il n'y a pas assez de valeur créée dans l'écosystème. Et que le seul écosystème qui tenait notre boutique, on a fait quand même 400 opérations, hein, donc 12 salariés à temps plein, enfin, bon, c'était devenu quand même quelque chose qui ressemblait à une vraie entreprise, avec des beaux bureaux. Eh bien, on savait que ce qui gagnait vraiment, c'était le fait de faire du marchand à l'intérieur du système. Alors, ça n'empêchait pas de faire du Mastéos-like ou du je sais pas quoi like, puisqu'il y a énormément de Mastéos-like aujourd'hui. Bivouac, Beanstalk. Beanstalk, etc. Mais ces modèles économiques sont des modèles difficiles à faire vivre. Alors, c'est pas impossible, mais c'est au forceps, quoi. Oui, on le voit avec la crise, ils Voilà. souffrent énormément. C'est très dur. Et il y en a qui ne se sont pas relevés, d'autres qui ont réussi à se relever. Mais bon, voilà. Donc en fait, on découvre rien. Enfin, moi, si on m'avait demandé de raconter l'histoire en 2011 ou 2012 de ce qui allait se passer en 2023, je pense que j'aurais pu à peu près le faire parce que c'est bien sûr, on l'avait testé. Donc, et on voyait bien que ce modèle pouvait pas fonctionner. Pas sur un marché normal, entre guillemets. Il y a eu un effet d'aubaine dû à des taux d'intérêt. On va pas faire de politique, mais on comprend bien ce qu'il y a, ce qu'il y a derrière, etc. Ouais. Et donc, c'est sur cet effet d'aubaine que ces modèles-là se sont déployés. Malheureusement, ils sont pas viables. Donc en soi, c'est pas grave, hein, je veux dire, voilà. Et donc, on a dit, on va garder le cœur marchand de biens. Et c'est comme ça qu'on est devenu marchand de biens. Donc, en fait, on était investisseur immobilier avant tout. Donc, on était investisseur immobilier foufou. De là, on a commencé à expliquer aux autres comment on faisait de l'investissement immobilier foufou. Et là, on s'est dit, comme c'est pas très très rentable, on va carrément acheter les immeubles, on va les découper, on va les revendre à d'autres investisseurs immobiliers. Ouais. Et voilà. Alors toi, tu me présentes ça comme j'ai le sentiment que le marchand de biens, c'est plus simple, moins de galère. Alors que moi, avant, j'avais plutôt un axe comme ça, tu vois, un peu l'axe du rendement entrepreneurial d'un projet, tu vois, avec genre je mets rien comme, je fais rien. Bah, j'achète un bien, je le loue à 3% de renta, en longue durée, pas meublé, etc. Ouais. Bon, au final, on se rend compte qu'on perd de l'argent, mais c'est un autre sujet. Et de l'autre côté de cet axe, le truc où tu te fais bien chier, mais tu peux bien gagner, pour moi, j'avais le marchand de biens. Tu vois, dans ma tête, ça ressemblait à ça. T'es en train de me dire que finalement, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Je connais très peu de marchands de biens qui sont avertis, on va dire, qui continuent à faire de l'invest locatif traditionnel, pour être franc. Et parce qu'on comprend bien le ratio emmerdement, rentabilité, Okay. voilà. Après, on a tous l'âge qu'on a aussi. Je pense que quand tu as 20 ans, on en parlait tout à l'heure en off, effectivement, quand tu as 20 ans, que tu comptes pas ton temps et que tu es prêt à t'occuper de beaucoup de choses, c'est clair que faire de l'investissement locatif, c'est pertinent. Enfin, il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, c'est un démarrage, quoi. Sitôt que tu es un tout petit peu plus ancré, effectivement, tu t'aperçois quand même que l'investissement locatif, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Ok. J'ai une partie de ce podcast où je pose des questions pendant 1 minute, assez rapide. C'est parti. Et tu me fais une réponse courte, c'est un oui/non ou très très court. Ok. Comme ça, vu qu'on se connaît pas très bien, j'en saurai un peu plus sur toi au bout d'1 minute. Ouais, T'es prêt ? Ouais. Allez, go. Est-ce que tout le monde peut devenir marchand de biens ? Oui. Est-ce qu'on passe par un courtier ou on va voir les banques seules pour un financement ? En général, c'est les banques. Il faut travailler avec l'écosystème directement. Est-ce qu'on peut démarrer en tant que marchand de biens sans jamais avoir investi en locatif ? Complètement, sans problème.
Est-ce que la France, c'est un paradis fiscal pour ceux qui connaissent le mieux les règles? Oui, Ok. oui. Acheter ou louer sa résidence principale? Question difficile. Je pense qu'il faut l'acheter, mais pas pour des raisons de business ou de création de valeur. C'est pour d'autres raisons. Ok. Schéma de vie. Le marchand de biens, c'est de l'investissement immobilier ou de l'entrepreneuriat? C'est de l'entrepreneuriat. En 2024, est-ce que les taux ils montent ou ils descendent? En 2024, ils vont gentiment atterrir. Ouais. Ok, c'est boule de cristal. Et Ouais, les prix de bah là, l'immobilier? Et les prix de l'immobilier? Ils vont gentiment atterrir aussi, oui. Ok. Pour faire du marchand de biens, on se forme gratuitement sur Internet ou on paye une formation? Non, on paye une formation, il faut y aller sérieux. Est-ce qu'il faut faire ses travaux soi-même ou tout déléguer à une entreprise? Tout délégué. Ouh là là, mon Dieu. Très très bien. 1 minute. Bon. Alors, on commence par quoi? On commence par quoi? Moi, je peux te proposer un truc. C'est avant peut-être de rentrer un peu plus dans ce cœur de métier de marchand de biens, un cas concret d'une opération récente peut-être. Pas obligé de prendre un truc énorme. Oh, Ouais, d'une je te laisse situation. choisir. Tu me prends une situation. Voilà, je suis tombé là-dessus. J'ai acheté tant. Ouais. Voilà comment j'ai financé. On se fait un cas concret pratique de marchand de biens. Alors, un cas concret classique. Peut-être qu'il faut repartir juste un poil en arrière pour Ouais. dire qu'est-ce que cherche un marchand de biens. Un marchand de biens, il ne cherche pas justement de l'investissement locatif. La plupart des néo-marchands ou des débutants, ils confondent Airbnb, investissement locatif, marchand de biens, investissement longue durée, LMNP. Le marchand de biens, il faut qu'il ait les chakras très ouverts, c'est-à-dire qu'en fait, il cherche l'opportunité. Dans l'opportunité, très souvent, ce sont des biens qui sont, alors on aime bien dire, en anomalie de marché. En gros, ce sont des biens que le petit particulier ou justement l'investisseur traditionnel ne va pas acheter. Alors pourquoi? Parce que, par exemple, c'est trop grand. Parce que il y a un terrain détachable, mais c'est tout un bazar, parce qu'il va falloir faire une DP, plus des recours de tiers, les voisins risquent de gueuler, etc., etc. Parce que c'est un immeuble complet, que ça fait peur quand même à un investisseur classique, et que dedans, il y a 10 appartes, il y en a 2 de squattés, 2 avec un bail, mais les mecs qui payent quand ils ont le temps, et les 6 autres, ils sont dans leur jus et vides. Parce que le toit est au bord de s'effondrer, que ça coûte un saladier, qu'il y a les architectes de France qui veillent au grain, qui vont expliquer qu'il faut mettre des petites tuiles toutes mignonnes qui coûtent un saladier, tu connais bien. Je connais bien, mais il y a même de la tuile de réemploi. Il faut Voilà, attendre par qu'elle tombe exemple. d'un autre toit pour aller la Absolument, chercher. oui, donc c'est merveilleux. Donc il va y avoir, bref, partout où il y a une complexité entre guillemets suffisante pour justifier d'une offre de marchand, c'est-à-dire d'une offre effectivement à sécuriser, on en reparlera, mais d'une offre qui va avoir un certain nombre de tiroirs, un certain nombre de clauses qui vont permettre un petit peu de verrouiller le système, mais où il y a quelque chose à détricoter, le bel immeuble, tout refait à neuf, loué avec des compteurs électriques individuels et un bel interphone à l'entrée. Pour un marchand en général, c'est pas terrible, quoi. Ça va pas fonctionner, quoi. Il faut qu'il y ait une situation. Donc, faut partir de là. Donc, tu me demandais un cas concret, je t'en donne un. Tiens, un de mes derniers, cœur d'une ville d'une vingtaine de milliers d'habitants, Ouais. belle pression locative, très bon produit pour faire de l'invest. Malheureusement, la copro empiète sur la copro d'à côté. Il y a eu des erreurs de fait, historiques, hein, Ouais. qui datent depuis très longtemps, plus un toit au bord de l'effondrement et des commerces absolument, enfin très difficiles en tout cas à évaluer. Parce que les commerces qui sont en bas ont des prix assez clairs quand on est vraiment dans des villes dynamiques et dans des rues dynamiques. Quand on est un peu reculé, souvent l'agent immobilier dit ça vaut le même prix que l'habitat. LOL, hein, évidemment, ça vaut absolument pas le même prix que l'habitat. On n'en sait rien, il n'y a que le marché qui sait. Et surtout quand c'est occupé, et notamment par des gens dont on ne sait pas s'ils seront encore là dans 3 ans. Donc en gros, je viens de te décrire une situation de merde qui plaît beaucoup à un marchand. D'accord. Il va détricoter. Ben oui, parce que nous, on se pointe, on regarde le truc, on dit bon, là, l'investisseur standard, il dit il faudrait que j'achète l'immeuble, que je le rénove, et puis que je l'exploite en locatif. Bon, bonjour les dégâts, le gars, quand il commence à faire venir les corps d'état, les devis, la complexité, qui sait pas trop quoi faire avec ses commerces loués, il essaie de parler aux propriétaires du fonds, mais bon, c'est compliqué. Les propriétaires de fonds en commerce, ils rachètent souvent pas du tout, Ouais. etc., etc. Donc on est dans une situation qui va bien à un marchand, parce qu'à un moment donné, on va dire voilà, moi je rentre, mais je rentre sous condition, par exemple, de financement. Et pour un marchand, un financement, ça marche pas comme un particulier.
C'est là aussi qu'il n'y a pas de problème ni d'endettement ni de machin. Enfin, tout ça, ça n'existe pas. On nous a jamais demandé les feuilles de paie là pour le coup. Ouais. Ça, c'est un bonjour de Alors, montrez-moi on passe votre sur feuille de paie. Pas sur du professionnel. Non, là, c'est vraiment pas du tout le sujet. Et on va dire, bah voilà, moi, c'est assujetti financement. Et puis, chemin faisant, effectivement, les acteurs qu'on va remettre en recommercialisation, par exemple, faut bien comprendre qu'en fait, il va falloir qu'il y ait une précommercialisation, par exemple. Et là, il y avait cette appartenance, si je prends cet exemple concret, j'avais dit j'y vais s'il y en a 4 sur les 7 qui sont vendus et si le propriétaire actuel accepte d'avoir une rente, donc une rétrocession immédiate des commerces en bas. En gros, je débarrasse déjà le bas. Donc j'ai sécurisé parce que je ne me retrouve pas avec des commerces qui sont soit invendables, soit à des prix incertains. D'accord. Je crée la copro, j'amène quand même les lecs, colonne montante, colonne descendante pour que ça soit un peu plus propre. Je m'engage sur les problématiques de toit et de juridique pour détricoter le problème avec la copro d'à côté. J'organise l'AG, je fais tout ça. Et si tu m'en vends, alors je ne sais plus si c'était 3 ou 4, j'avais dit si tu m'en vends 3, j'actionne, j'achète tout. Les mecs en bas, ils ont une rente. Les propriétaires historiques, ils rentraient 3000 balles par mois avec les commerces, continuent à rentrer 3000 balles tous les mois et en plus, ils touchent un billet de 600 000 balles tout de suite. Voilà. Et c'est génial. Donc, ils ont plein de sous et en plus une rente. Et moi, j'ai tout détricoté derrière et surtout, j'ai sécurisé parce qu'en réalité, ce qui est compliqué à vendre n'est plus à vendre. Et j'ai déjà vendu 3 ou 4 lots, ce qui veut dire que quelque part dans mon écosystème, avant même d'avoir décaissé mes fonds, je suis à peu près certain que les autres partiront parce que comment être sûr qu'on est au marché quand on a mis sur le marché et qu'il y a des gens qui en veulent. Ouais. Ça, c'est la meilleure technique. Alors, on peut faire plein d'études. Je pourrais y passer une nuit à expliquer dans l'argent de travers comment on étudie un prix. Mais le bon coin, c'est bien aussi, quoi. Voilà. La petite annonce sur le bon coin, ça a toujours bien marché. Est-ce que ça réagit? Oui, non. Ouais. Si un mec qui est prêt à signer une promesse de vente alors qu'on n'a pas acheté, parce qu'un marchand, il vend, il n'a pas encore acheté techniquement. Il prend le risque du boulot, il prend le risque des frais d'archi si anarchie, il prend le risque d'aller détricoter avec des juristes cette histoire de copro, il prend des risques, il y met une équipe et c'est le chef d'orchestre. Par contre, il décaisse les fonds, théoriquement, que quand il est à peu près certain de son affaire, quoi. C'est quoi les prix de cette opération, par exemple? Les prix, grosso modo, nous, on a des marges nettes sur opération autour de 20%. Donc là, ça veut dire que sur 800 000, il devait rester 160 000 euros de marge nette. Ok. Alors, vraie marge nette. Alors, la vraie marge nette, ça c'est très important en marchand. Ça ne se calcule pas le doigt levé. Ça se calcule notamment avec un petit détail en ce moment, c'est-à-dire les frais financiers, avec des simulations. Parce que quand je vois des rapports, donc là aussi, je suis aux commandes d'un certain nombre de club deals d'investissement qui aujourd'hui cofinancent soit des fonds propres, soit une totalité d'opérations de marchands de mon réseau, et du réseau notamment de la Fédération des marchands de biens, mais pas que, c'est plus large que ça. En réalité, les fonds qui sont mobilisés, ils sont mobilisés pendant une certaine durée quand même. Et ça coûte un petit peu d'argent. Donc nous, on s'engage sur des projets qu'à partir du moment où il y a des simulations au pire, donc le pire, ça peut être 18 mois, ça peut être 24 mois si on est scotché. Normalement, ça va être beaucoup plus court que ça. Mais voilà. Donc, ça peut même être le jour même. Alors, si c'est le jour même, c'est formidable. Et ça veut dire que de 20%, probablement, on passe plutôt à 25 ou 27. Félicitations, c'est parfait. Par contre, on veut un scénario du pire qui marche à 20%. Et sans le travail du marchand, ça aussi c'est important. Quand le mec il explique qu'il va faire la commercialisation lui-même, la maîtrise d'œuvre lui-même, limite il est en train d'expliquer qu'il va faire son parquet flottant lui-même, comment dirais-je, c'est qu'il oublie un détail, c'est que le temps c'est de l'argent et qu'il n'a pas comptabilisé son propre temps. Donc même s'il veut faire la maîtrise d'œuvre lui-même, aujourd'hui on lui demande d'avoir un prix qui est un prix de marché de sa propre maîtrise d'œuvre. Donc quand je dis 20%, c'est 20 vrais pourcents. Ok. Quand tu dis on lui demande, alors c'est quoi ta structure à toi? Rappelle-moi. Oula, la structure elle est assez nébuleuse, mais je mets de côté la fédération, qui est une association à but non lucratif, c'est une instance syndicale de représentation. Très clair. Moi, je suis associé à titre tout à fait privé dans des sociétés qui vont aller faire du co-investissement avec des marchands, souvent des néos, mais pas que des néos, parce qu'il y a des gens aussi qui, pour des raisons X ou Y, ont moins de capitaux propres à un moment donné, ont besoin, ou envie tout simplement aussi de partager des aventures. Donc là, c'est carrément rentrer dans le capital, c'est plus une forme d'équity. Il y a du financement sur de l'émission obligataire tout à fait classique aussi. Donc on va aller via ce qu'on pourrait appeler un club deal financer une opération.
intégralement, uniquement si elle est sécurisée de notre regard et selon nos critères. Hein. D'ailleurs, samedi, il y a une petite réunion à Paris de la FMDB qui est sur le thème de la sécurisation des opérations, parce que je pense que, y compris des marchands expérimentés, avec ce qui s'est passé ces dernières années, ont oublié des principes de base et ont commencé à sortir un peu à découvert, là. Et là, il y a un retour au réel qui est un peu douloureux pour certains. Donc on va rebosser les fondamentaux de la sécurisation des opérations, parce que c'est quand même ça qui compte à la fin. Et puis voilà. Et donc là, nous, on va là-dessus. Donc ça, j'ai des parts sociales à droite, à gauche, avec des processus de décision, par exemple, où si un d'entre nous dit non, on n'y va pas. Et on finance des trucs dans des bleds où je suis jamais allé. On a financé au nord de Strasbourg à 1 heure. Je savais même pas que le bled était là, à côté de Saint-Malo. Qu'est-ce qu'on a fait de rigolo encore? Tiens, on vient de faire du Bordeaux Centre. Ça, Bordeaux Centre, je connaissais. Ok. Enfin, je connaissais le quartier, mais je connais pas l'immeuble. Je suis jamais allé non plus. Il faut très bien connaître l'endroit pour investir en marchand de biens ou c'est... Alors certains diront que oui. Alors ça dépend, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que non, que c'est très émotionnel en réalité de vouloir connaître l'endroit. D'accord. Pour moi, ce sont des protocoles de vérification des marchés, ce sont des techniques juridiques de sécurisation, des techniques de vérification de la véracité des recommercialisations, des choses comme ça. Le connaître l'endroit, très honnêtement, moi, ma plus grosse escroquerie dont j'ai été victime en 2013, qui m'a fait perdre un demi-million d'euros facilement. Hein. J'ai même pas fait de comptabilité analytique. On va faire les pires et les meilleurs investissements après alors. C'était à 10 minutes de chez moi, quoi. Et à côté de ça, je le disais tout à l'heure en introduction, on a fait des flips à Miami, alors à Miami non, mais dans l'État de Floride, c'était plutôt West Palm Beach, Miramar, Weston. North Lauderdale, etc., qui étaient des endroits qui s'y prêtaient mieux que le downtown. C'est l'autre bout de la planète. On n'a jamais eu de gros chaos techniques. Et c'est à 10 minutes de chez moi que j'ai pris mon plus gros bouillon, quoi. Donc imaginons qu'on a un auditeur là qui a entendu, qui trouve ça chouette. Il se dit mais j'ai fait, allez, il connaît un petit peu, il a fait un investissement locatif. Et là, tu l'as convaincu que finalement, il faut faire du marchand de biens. Il habite à Cergy-Pontoise, il a 40 ans, et il veut se lancer en marchand de biens. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il nous rejoint. D'accord. Non, mais c'est blague à part. De toute façon, l'asso, elle a but non lucratif. Hein, donc, c'est 1000 balles à l'année. Il y a 4 grandes réunions. On claque tout. Donc, il y a vraiment pas de sujet. Après, il y a une réunion par mois en visio. Disons qu'il faut tremper dans le milieu un peu. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment pensent les marchands un peu plus expérimentés pour sortir de sa programmation. Et très souvent, s'il a 40 ans, qu'il a déjà fait de l'investissement locatif, il va être programmé. Je cherche des opérations comme si je cherchais de la rentabilité locative. Et là, ça part mal. C'est mon cas. Moi, j'aimerais bien faire une petite OP pour le plaisir, tu vois. Déjà, je cherche pas. Donc, je cherche pas un immeuble de rapport pour chercher un immeuble de rapport. Et je sais que j'ai toujours ce biais de retomber dans le locatif, quoi. Ouais, mais je vais te donner un exemple très concret. Tu vois. Et ça, c'est un travers qu'on a tous au début. Et moi, j'ai mis des années à m'en extirper, en fait. Hein. C'est hyper dur. Et d'autant plus que tu l'as compris, moi, j'avais monté quand même une boîte qui faisait que ça. Donc, en plus, on proposait que des produits d'invest. On avait un travers. Si je pouvais remonter dans le passé, on gagnerait évidemment beaucoup plus d'argent et on dormirait beaucoup mieux. J'achèterais du bitcoin, on ferait rien. Oui, ça, c'est vrai qu'avec des scies. Mais en attendant, l'expérience, elle montre quoi? Elle montre qu'en fait, quand tu te mindset sur l'idée d'aller chercher de la rentabilité locative, tu regardes l'immeuble, tu te dis c'est génial. On n'est pas à Montpellier-Centre, c'est pas trop cher. Je prends un exemple, Montpellier, je m'en fous, hein, peu importe la ville. On est à Lunel. J'ai rien contre Lunel, désolé pour ceux qui habitent à Lunel. Enfin bon, c'est pas non plus la ville, je pense. 50% de mes auditeurs à Lunel. Ouais, désolé. Donc je m'excuse. Non, c'est super Lunel. Mais enfin bon, voilà, j'ai un super immeuble de rapport dans lequel il n'y a pas grand monde qui peut payer vraiment le loyer sur du long terme. Et donc sur le Excel, c'est super rentabilité. Je me dis, je vais faire un flip en marchand de biens, j'achète, je retape un peu, et puis je débarrasse les gens et je revends et je vais faire une super plus-value. Ok. Pourquoi ça merde? Parce que ça veut dire qu'on est en concurrence avec les investisseurs qui eux-mêmes ne sont pas dans les optiques d'offre de marchand de biens. Donc déjà, ce marché-là est trop haut. C'est-à-dire qu'en fait, même si les prix ont l'air bas... S'il y a des gens qui ne payent pas sur place, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas marchands qui vont aller s'intéresser aux biens? Il y a des investisseurs, beaucoup, nous on les voit, qui vont acheter l'immeuble en se disant, moi je vais me débrouiller, je vais les évacuer avec mes potes, on va s'en sortir, etc., etc. Ils ne mesurent pas ce que ça veut dire faire les travaux derrière, ils ne mesurent pas les ennuis qu'ils vont avoir, les recours juridiques, le fait que la police ne sera pas avec eux, etc. Donc en fait, comme ils ne mesurent pas, on est sur un marché, ça c'est presque de l'économie macro, hein. C'est-à-dire qu'on est sur un marché qui en fait c'est systémique, c'est-à-dire qu'il est trop haut par rapport à ce qui devrait être pour intéresser véritablement un marchand qui est équipé.
À l'inverse, un immeuble qui est un petit peu plus vers le centre-ville, alors je parle pas de la place de la Comédie, mais qui est un peu plus cher, qui correspondra moins à du rendement locatif, parce que notamment il y a des T3, il y a des T4, il y a peut-être des studios aussi là-dedans. Bah, tu vas pas t'intéresser, tu vois. Le travers que tu vas avoir, c'est que presque spontanément, tu vas te dire, attends, tu vas reprendre ton Excel d'investisseur, tu vas te dire, non, mais ce truc-là, ça sort quoi en rendement locatif? C'est pas terrible, je vais pas là-dedans. T'oublies un détail, en fait, si tu fais ça, c'est que, en fait, là où tu vas créer ta valeur, c'est justement sur peut-être le T3 ou le T4, orienté sud avec une belle terrasse en haut, qui certes a une rentabilité nulle en termes d'investisseurs locatifs, mais que toi, tu vas revendre à un primo-accédant qui en aurait besoin et qui va faire, lui, des beaux travaux dedans, bien meilleurs d'ailleurs que ceux que tu aurais pu faire. Alors, il faut tout préparer, etc. Très souvent, voilà, il y a du boulot de préparation. Mais les finitions, ça c'est un autre sujet, si tu veux, on en parlera, c'est quand même parfois difficile à intégrer à nos modèles économiques. D'accord. Et tu vas revendre le truc, et eux, ils vont faire leurs travaux dedans, d'ailleurs, ils vont en tirer un très bon prix. Le jour où ils vous revendront, en plus, ils feront une plus-value. Et toi, ta marge, en réalité, elle est plus là-dessus que sur les studios. Et les studios, tu vas les revendre à des investisseurs, donc plutôt à tes auditeurs, on va dire, plus traditionnels. Et eux seront très contents d'avoir ça, et ils ont bien raison, c'est merveilleux. Donc tout le monde est heureux là-dedans. Mais toi, ta marge, en fait, elle était en haut, elle était sur l'appartement orienté sud avec la grande terrasse. C'est parce que tu es capable de te projeter, de créer un coup de cœur. C'est comment tu arrives à te projeter sur le profil de l'acheteur et combien il est prêt à mettre de manière un petit peu hors du marché, justement. Alors moi, je me projette aujourd'hui beaucoup plus sur l'agent immobilier que sur l'agent le profil. immobilier. Ouais. Parce que c'est un binôme. Un marchand qui essaye de vendre par lui-même, bien sûr tu peux, juridiquement. De toute façon, une fois que tu es titré en compromis, tu es libre de pré-commercialiser toi-même. Je dis pas qu'il faut pas le faire de temps à autre, quand même, parce que ça te permet d'avoir une prise d'expérience sur le marché pour voir, par exemple, pourquoi tel truc se vend, pourquoi il se vend pas. Peut-être tu as mis un prix trop haut pour un appart, un prix trop bas pour un autre. Faut peut-être réajuster chemin faisant. Marchand, il faut tout le temps être en mouvement. C'est-à-dire que ta grille de prix, une fois que tu l'as figée, elle n'est pas figée. C'est un début. Tu démarres ta commercialisation avec une grille de prix, elle va changer 3, 4, 5 fois pendant la pré-commercialisation. C'est pas un sujet. Donc, il faut être extrêmement souple. Et c'est pour ça qu'il faut sélectionner un agent en revente qui soit un agent qui soit pertinent. Et par rapport à l'histoire du coup de cœur ou de la projection, etc., l'agent, souvent, c'est quelqu'un qui est de territoire, qui connaît, lui. C'est pour ça que je disais que le marchand n'a pas besoin, par exemple, d'être de Montpellier. Par contre, peut-être que l'agent, il faut qu'il soit pratiquement du quartier à Montpellier. Je vais un peu loin, mais voilà. J'entends. Alors, c'est plus relatif que ça, bien entendu. Hein, et tu as mille façons de commercialiser en marchand. Mais on va dire que si tu devais démarrer demain, je te conseillerais ça, c'est-à-dire t'allier véritablement à quelqu'un que tu sens capable d'aller chercher le petit truc qui va faire que ça va se vendre. Parce que c'est ça qui compte. Un marchand, il est là pour acheter et surtout revendre tout de suite. Il n'est pas là pour stocker. Le stock, ça coûte un saladier et c'est très mauvais. Donc, le travers que j'évoquais, que tu risques d'avoir parce que tu vas chercher un truc en rendement locatif, il risque d'être doublé, tu sais par quoi? Parce que tu vas te dire, bon, si je vends pas les 3 studios, tu sais quoi, je les garderai moi. Mais ça, c'est la catastrophe. Parce qu'en fait, ça veut dire que tes capitaux, ils tournent pas. Ça veut dire qu'à l'affaire suivante, quand tu vas te pointer face à nous, face à d'autres financeurs traditionnels, par exemple des banques, ils vont dire, attendez, mais vous, dans votre société, c'est marrant, mais là, vous avez encore 3 apparts qui ne sont pas vendus. Comment ça se fait? Ah ben, ceux-là, ils ne sont pas vendus. Peut-être j'étais parti un peu haut, mais ils ont un rendement locatif super, je les ai finis, je les ai stockés. Ben non. Parce que tu es marchand, justement. En plus, tu n'as même pas le droit, sinon tu reviens aux frais de notaire classique au bout de 4 ans. Donc en fait, en réalité, tu n'es même pas supposé garder ça, même techniquement. Et donc ça, c'est un travers dont il faut absolument... chaque fois que tu as... Si tu dois démarrer en marchand, mon meilleur conseil, chaque fois que tu vas être tenté de faire de l'invest locatif à la place de marchand, n'y va pas. Tu rentres chez toi, tu te fous la douche la plus froide que tu peux, tu vois, le truc sur le bleu à fond, tu te mets dessous. tu dis à ta femme de te donner des coups de fouet, ce que tu veux. Mais un truc qui fasse qu'à un moment donné, il faut que tu sortes de là. Okay. C'est pas la même chose. Donc, il faut que tu sortes de ce mindset parce que sinon, tu vas aller là où tous les autres vont et donc sur un marché où tu n'auras jamais assez de marge. Et souvent, on voit les gars qui ont pris des pseudo-formations ou des machins, etc. Bon, ils nous arrivent avec des trucs, ils disent ouais, mais alors moi, j'ai pas beaucoup de marge, mais c'est parce que. Mais non, mais si t'as pas beaucoup de marge, ne cherche pas le parce que. C'est que ça fonctionne pas, c'est tout. Et donc, sors. Sors, ne reste pas dans quelque chose qui a pas assez de marge, tu vas prendre le bouillon.
Et donc ça, c'est très difficile parce qu'émotionnellement, effectivement, ils se sont engagés dans le truc. Ils se sont dit, tiens, ça pourra faire un bon invest où j'en filerai un à ma sœur, un autre à mon père ou un autre à ma femme, ce qui est le pire que vous puissiez faire. Parce qu'en fait, si tu fais ça, le fisc en plus qui regarde, il va dire, attends, vas-y, ta sœur, elle l'a payé combien l'appart? Comment ça se fait qu'elle l'a payé la moitié du prix de l'appart à côté? Ça serait pas une rétribution occulte déguisée donnée à ta sœur? Eh ben, on va s'expliquer. Donc, en fait, même ça, c'est une fausse bonne idée. Donc, il faut que l'opération soit saine, en marge et confortable en marge dès le début. Voilà. Sinon, passe à autre chose. Ouais. Peut-être dans les questions, dans les speed questions que je t'ai posées, tu m'as dit que tout le monde peut devenir marchand de biens. Ouais. Ça, oui. Il y a, je pense que la qualité d'un marchand, c'est pas d'aimer l'immobilier en vrai. C'est d'aimer T'aimais jouer au Monopoly quand t'étais petit? Ouais, toujours. Ouais, moi aussi. Et en fait, c'est ça au début. Il faut avoir ce feu sacré de vouloir faire des affaires. C'est vraiment les gens qui réussissent en marchand, ce sont des gens qui viennent, qui ont l'envie de faire des affaires profondément ancrées en eux. Ça peut être des gens qui vendaient des voitures, ça peut être nous on a à la FNDB, si on regarde les parcours de vie des gens qui sont marchands aujourd'hui, y compris des marchands extrêmement expérimentés et successful, et ben en fait on s'aperçoit de quoi, qui viennent de profils et d'horizons mais extrêmement variés. Ça va de gars qui ont fait major d'HEC, en passant par des gens qui ont fait plombier mais qui ont monté une boîte, qui en ont craché une, qui en ont remonté une deuxième, machin, etc., qui ont appris et qui, paradoxalement, par exemple, aujourd'hui, ne veulent pas faire les travaux, quoi. Donc le gars est plombier, mais il ne veut pas toucher à une plomberie. Il doit y avoir pas mal d'artisans ou anciens artisans. Pas tellement. Pas tellement? Okay. Non, pas tellement. Alors les profils majoritaires, alors malgré tout, la majorité sont des gens relativement éduqués. Alors c'est éduqués dans le sens bac plus, hein, ouais, malgré tout. Parce qu'il y a beaucoup de paperasse et compagnie. Parce qu'il y a beaucoup de paperasse et parce que ça reste un business au sens entrepreneurial du terme. Qui doit être géré comme un entrepreneur, c'est-à-dire en déléguant un certain nombre de tâches. Et que très souvent, le travers des gens qui viennent, par exemple, du milieu des travaux, c'est que dans un premier réflexe, ils vont vouloir faire les travaux eux-mêmes. Et les gamelles que j'ai pu observer à droite à gauche, c'était pour des gens qui venaient du milieu du bâtiment en tant que tel, c'est assez classique. C'est-à-dire, il a une boîte de tout corps d'état, par exemple. Il est très fort là-dedans et il sait gérer ses équipes. C'est hyper dur en plus comme métier. Donc vraiment, franchement, c'est un entrepreneur là-dessus. Il prend un truc marchand, il calcule comme si par exemple les travaux étaient à prix entre guillemets réduit sans marge. Parce qu'en fait, il arriverait à les gérer lui dans son autre structure. Donc nous, là, c'est un peu le choc quand ils nous amènent ce type de dossier. En général, on leur dit désolé parce que nous, on veut les prix, on veut 3 devis différents d'autres maîtres d'œuvre, par exemple. Toi, quand ils viennent te voir, c'est pour du financement. Là, c'est pour du financement. Et malheureusement, quand on prend les prix des autres maîtres d'œuvre, ça passe plus. Et quand ça passe plus, il a beau hurler et nous traiter de tous les noms d'oiseaux, la réalité des choses, c'est que demain, il se pète une jambe au ski, il se passe quoi que ce soit, il disparaît de cet écosystème qu'on est en train de créer ensemble. Personne d'autre que lui ne pourra amener les travaux à ce prix-là. Donc, c'est extrêmement dangereux pour nous. Donc, c'est pas... Alors, il y en a plein aussi, des gens qui viennent des travaux, mais c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, c'est très souvent, on a beaucoup d'anciens banquiers, on a beaucoup de personnes qui ont eu cadres commerciaux, énormément de cadres commerciaux qui ont quitté leur boîte, qui ont dit merde, voilà, qui souhaitaient gagner un peu plus d'argent et puis surtout aménager un peu leur vie comme bon leur semblait. Enfin voilà. Ça a le mérite d'être un métier vraiment de terrain, un truc vraiment concret, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui cherchent un peu ce truc-là. C'est ça. Ouais. Genre ils ont fait de la masturbation intellectuelle pendant 10 ans et là ils ont envie de comprendre ce qui se passe, quoi. J'étais au service marketing international alors en vrai, voilà. Donc en vrai ça c'est un bâtiment exactement. Voilà. Je vais falloir faire des trucs dedans, mais oui c'est vrai que il faut avoir envie de ça, il faut avoir envie d'être un chef d'orchestre, quoi. Ça sert à rien par contre d'apprendre à très bien jouer des instruments. Moi je sais pas planter un clou, je veux pas apprendre, ça m'intéresse pas. Voilà, donc les gens qui disent oui, il faut absolument savoir faire des travaux, comprendre le truc. Non, il faut absolument savoir repérer les gens qui savent le faire. Okay. Le talent, il n'est pas dans savoir-faire, c'est dans savoir qui sait faire. Ok. On reprend notre quarantenaire de Sergi Pontoise. Ouais. Et donc là, c'est bon, il est sorti de ses torts d'investisseur locatif. Ouais. Il cherche où est-ce qu'il trouve la pépite? Alors d'abord, il faut qu'il tisse un réseau.
Donc ça veut dire qu'effectivement, au-delà de la formation, il sera peut-être à la FMDB, il sera peut-être dans d'autres clubs, etc., etc. Et petit à petit, Tu peux te former à la FMDB? Alors, non, c'est plutôt pour le réseau? C'est le réseau. La formation, la journée de samedi, c'est clairement une journée de formation déguisée, entre guillemets, parce que si tu prends la liste des intervenants, la liste des thèmes, ça vaut de certaines très bonnes formations. Moi, je suis actionnaire également du centre de formation Infim, ça c'est un secret de Polichinelle. Moi, j'y fais des cours, on organise des bootcamps. Là, c'est plutôt private, 20 personnes, cocoonées pendant 2 jours et demi. Vraiment, Ok. on leur met le cerveau comme il faut pour que ça soit connecté au bon truc, etc., etc. Mais au-delà d'ailleurs de la formation elle-même, c'est pour ça qu'on maintient les bootcamps, parce qu'on pourrait dire on fait une formation en ligne et puis ça va bien comme ça. Non, il faut que les gens ils s'interconnectent. Pour plein de raisons. La première raison, c'est sur ta recherche. Parce que tu as 40 ans, ça y est, ou 30 ans, ou 25 ans, peu Oui. importe d'ailleurs. Mais tu viens de quitter le monde de l'investissement traditionnel pour aller vers le monde du marchand. Tu vas aller voir les premiers agents, ils vont te regarder, ils vont te dire oui, alors vous avez quoi comme historique, vous avez fait... Tu sais, tes petites questions discrètes, parce que les agents qui savent traiter les opérations marchands de biens, ça va aussi reconnaître des gens qui ont vraiment aucune expérience. Donc si tu es pas capable de dire je suis à la FMDB, je suis au machin, je suis au truc, je suis rentré là-dedans, je connais machin, je connais bidule, etc. Il y a fort à parier que l'agent immobilier n'ait pas très envie de pousser ta proposition plutôt que celle d'un confrère. Ce qui paraît assez logique, parce que l'agent immobilier qui travaille avec les marchands, lui, il a une double peine ou un double gain selon le point de vue. Le double gain, c'est qu'il va pouvoir reprendre une commission à la revente si tu gères bien l'affaire avec lui. La double peine, c'est que si toi tu plantes pour raison X ou Y, il plante toute la chaîne. Et très souvent, en plus, au passage, il perd le mandat parce que le propriétaire n'est pas très content de ce qui vient de se passer. Donc, Ouais. c'est à double tranchant pour un agent de travail avec un marchand. Ouais. On reprend pour ceux qui n'ont peut-être pas capté. Tout à l'heure, je disais que le marchand il est capable de faire l'achat et la vente dans la même journée. C'est que potentiellement, tu as tout mis dans tes conditions suspensives, etc. Ton agent immobilier, il va te vendre le bien, mais tu as déjà trouvé l'acheteur Bien sûr. ou les acheteurs si tu as divisé. Oui, Et ça peut se faire dans la même journée, quoi. pratiquement. C'est pour ça qu'on parle de double... ça peut être de double effet qui se coule. Un double effet qui se coule dans un positif sens ou négatif, ou quoi. dans l'autre. Ok. Oui, bah là, je parlais de Montpellier tout à l'heure. Saint-André de Sangoni, un village non loin de Montpellier, pour ceux qui connaissent, non loin de Pézenas aussi, très beau village Ok. français. On a fait un immeuble, 7 appartes, 8 appartes, je sais plus. Bon, l'agent c'était un mandataire, hein, donc c'est la personne qui compte, hein, qui savait travailler avec les marchands. Il nous a piloté l'affaire de A jusqu'à Z. On y est allé une fois en tout et pour tout. Et puis il nous a envoyé un jour une caisse de champagne pour nous remercier parce qu'effectivement, entre l'aller et le retour, il a pris 100 000 euros, quoi. D'accord. Donc effectivement, lui, il nous aime bien. J'imagine. Par contre, il n'aimait pas le marchand, ou le faux marchand, on va dire, parce qu'il y en a beaucoup hein, aussi, d'avant, qui n'avaient pas su structurer le projet et qui n'avaient pas su, évidemment, financer, et donc qui avaient mis l'affaire par terre. Après, c'est un paradoxe un peu. Enfin, c'est une galère de. C'est un peu comme les annonces de job où il y a écrit besoin de 2 ans d'expérience. Mais en fait, si t'as pas eu l'expérience, tu peux pas avoir le job. C'est pour Donc, ça. comment tu passes ce cap-là de convaincre quand c'est ta première opération, ton agent immobilier, voire ta banque, je pense que c'est un peu le même sujet, de faire ce premier projet, quoi. Alors, la banque, je vais être franc et direct. Désolé pour les banquiers qui nous écoutent. Franchement, néo-marchand, pas de patrimoine, ou on va dire, allez, 300 ou 400 000 euros d'invest locatif à peu près purgé de patrimoine, c'est-à-dire pas assez. C'est pas trop la peine de perdre son temps. D'accord, carrément. En revanche, nos club deals, notre écosystème, les crowdfunders qui existent sur le marché, il y en a beaucoup des sérieux, etc. Ça fonctionne. L'argent, par contre, est cher. Ça veut dire que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Faut pas y aller avec des petites marges. Hein. C'est pas une activité... 10%, 15%. Ah oui, non, ça faut oublier tout de suite. Ouais. Vraiment. Et donc, ça fonctionne pour un néo. Et ça fonctionne d'autant plus que quelque part, si je prends les club deals dans lesquels on est, moi, ça m'arrive encore à titre tout à fait personnel de prendre le téléphone pour enguirlander le notaire qui travaille, par exemple, de l'autre côté avec un néo-marchand. Parce que je rentre en financement sur ce néo-marchand et que moi, j'ai pas envie que son affaire capote. Hein, donc, voilà. Et là, si le notaire lui explique, par exemple, et ça arrive qu'il peut pas passer telle promesse parce qu'il manque telle et telle pièce, parce que l'état descriptif de division n'était pas encore livré, ou j'en sais rien, hein, parce que les notaires parfois font des ailes, on sait pas trop pourquoi. Enfin, si, moi je sais, mais voilà. Malheureusement, on a là aussi des notaires qui savent travailler avec les marchands, et puis des notaires qui savent moins travailler avec les marchands. Et donc, quand c'est le cas, et ça arrive, il faut que quelqu'un prenne un peu plus sa grosse voix pour dire attends, là tu sais que t'es pas dans la loi, je vais te réexpliquer un truc, etc.
pour déboucler, parce qu'il faut absolument déboucler. Donc, je dirais un néo-marchand, s'il sait réseauter, s'il sait s'entourer, il va toujours trouver l'un d'entre nous pour monter dans son affaire, surtout si elle est bonne. Et c'est, voilà, du coup, il en fait une, il en fait deux, il en fait trois, et puis après, il prendra son envol tout seul, et tout le monde se félicitera. De toute façon, des affaires, il y en a vraiment beaucoup à faire sur le territoire, donc il n'y a pas de problème. Ouais, j'allais te demander, c'est peut-être un peu simpliste comme approche, mais a priori, le truc qu'on cherche le plus, c'est pas vraiment la bonne affaire, c'est plutôt le financement, l'entreprise qui va faire les travaux. Ou c'est quoi qui peine en fait si on parle d'une association, tu vois, qui va se faire entre quelqu'un qui fait les travaux, quelqu'un qui gère la partie administrative, quelqu'un qui gère le financement et la bonne affaire, tu vois. Bon, j'imagine que c'est un rassemblement de tout ça. Ouais, c'est un rassemblement de tout ça, mais tout démarre avec une bonne affaire, malgré tout. Quand même. Donc il faut quand même un chasseur de pépites qui soit suffisamment reconnu comme étant légitime pour chasser la pépite et que la pépite lui soit confiée. Ça, faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait suffisamment de crédibilité. Le fait d'avoir commencé à contacter des marchands plus expérimentés, d'avoir tissé son réseau, fait que lorsqu'il va être face à un agent, tout simplement, ou à un vendeur, il va tenir un discours très serein, affirmé. Il va pas flotter en disant oui, mais alors à la banque qui va me financer, ça sera peut-être celle-ci, peut-être celle-là. Non, il va dire non, mais rassurez-vous, moi il n'y a pas de problème. Ça, je maîtrise parfaitement. Il sera suffisamment ancré. C'est-à-dire, en gros, pour qu'un chasseur devienne correct dans notre écosystème, il faut qu'il soit lui-même formé et un peu ancré avant même d'aller chasser. Se palucher le bon coin tous les dimanches en tant que marchand, c'est débutant. C'est pas forcément la meilleure stratégie. Ouais. Si ce n'est pour aller te trouver des agents qui semblent avoir de bonnes affaires, pour tisser le réseau, mais pas forcément pour l'affaire qui était sur le bon coin. Je sais pas si je suis clair, mais ouais, j'ai déjà exprimé ça sur le podcast. En effet, palucher le bon coin, ça n'a pas de sens, mais aller faire des visites en revanche et rencontrer des gens. Il faut aller jusque-là, sinon ça te perd du temps. Et donc celui-là, il est sur le terrain, et là, s'il est à Strasbourg ou dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas un sujet, parce que derrière, il y aura toujours un expérimenté qui sera OK pour monter dans l'affaire et soit cofinancer, soit donner accès, alors on parlait des banques à ce moment-là, au financement bancaire, mais parce que dans les associés apparents, il y a quelqu'un qui a un track record suffisant. Il y a beaucoup d'associations en marchand de biens. J'ai rencontré sur le podcast, j'ai eu Julien Calamotte, que tu connais peut-être, de Toulouse, et j'ai eu François Bourgoin et Charles Lenoble. Ouais. Et c'est souvent, ils me parlaient d'associations, de trucs qu'ils avaient fait à plusieurs, alors que bon, les gens qui font de l'invest locatif que je vois sur le podcast, grande majorité, ils font ça tout seuls ou avec leur conjoint, quoi. Il y a plein de vertus à l'association. D'abord, marchand, l'association, c'est pas comme quand tu montes une boîte traditionnelle, elle a une durée de vie. C'est vrai. Et ça, c'est agréable, parce que tu sais où tu démarres, tu sais où ça doit s'arrêter. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas plusieurs affaires ensemble. Moi, j'ai des associés, j'en suis aux 3, 4, 5 affaires communes. Mais on sait qu'il y a une espèce de cycle. Ouais, c'est vrai. Voilà. On n'est pas mariés pour la vie, quoi. C'est une espèce de CDD. Voilà. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est qu'effectivement, aller s'associer avec des gens qui ont des compétences diverses permet d'être plus performant. On réfléchit mieux, ne serait-ce que... tout à l'heure, je te disais, tu es obligé de revoir ta grille de prix 3 ou 4 fois. Quand tu es tout seul avec l'agent, à distance en plus, essayer de dire, bon, alors ça se vend pas, on devrait baisser. Celui-là, il y a 10 appels, on devrait peut-être monter. Enfin, tu vois, c'est dur à prendre comme décision tout seul. Alors que quand tu es à plusieurs, tu te fais une réunion et tu décides, voilà, tu fixes tes règles dans le pacte d'associés, tu fixes tes règles de décision et tu avances. Et ça se fait bien, surtout si tu as des associés fiables. Tu as eu François, enfin voilà, c'est des gens qui connaissent le métier, tu avances. Et ça, c'est clair que c'est super. Et puis, je dirais que l'association en marchand, elle est devenue plus commune parce que il y a eu une génération de marchands avant nous, on va dire. Parce que finalement, même si j'ai avoué mon âge, mais on reste jeune, quoi, tu vois. Et il y a eu des marchands qui étaient des loups solitaires, véritablement, tu vois. Ils ont fait leur carrière en loup solitaire. Souvent, ils étaient avec leur femme ou leur fils. C'était un peu un truc familial underground. Aujourd'hui, ce truc-là, c'est un peu arrêté. C'est étouffé tout seul. Et ceux qui font du marchand seul, au bout d'un moment, souffrent véritablement de l'isolement et de la solitude. Très franchement, des marchands très expérimentés qui viennent à tous nos séminaires de la Fédération des marchands de biens, des fois tu te dis, mais attends, vraiment, pourquoi tu viens à tous, quoi? Ils viennent parce qu'ils ont besoin d'une famille, quoi. Et c'est vrai que les problèmes qu'on a, à part en parler à ton chien ou ton chat le soir, quand tu en parles à ta femme qui n'est pas du milieu, tu l'emmerdes. D'ailleurs, je pense que j'emmerde pas mal la mienne parfois. J'essaye, chérie, si tu nous écoutes, je suis désolé. Voilà, je m'excuse platement. Mais c'est pas un truc très voilà, parce que tu as parlé des soucis.
Et à tes copains, ils vont pas comprendre, surtout s'ils sont encore eux au stade de faire de l'invest locatif, etc. Et ils vont dire oui, tu sais, moi mon problème c'est Airbnb, tu sais qu'ils m'ont cassé un vase, bon. Ouais. Oui, ça c'est du bien. On va voir avec Free après, pour avoir une nouvelle télécommande. C'est génial, c'est grand moment de solitude. Tu dis, moi, le prix de mon heure c'est combien déjà là? Bon, mais je viens de dépenser 500 euros pour une télécommande. Pour une télécommande, c'est cher la télécommande. Mais voilà. Mais tu vois, c'est ça et cette aventure humaine. Je pense qu'on a plaisir. On est quelques associés. Je pense pas de trahir de secret, mais je suis associé également avec Thomas Dansette, qui est le cofondateur de la Première Brique, sur certains trucs. Voilà. Et on est tous associés sur différentes choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une espèce de métafidélité en marchand de biens. C'est une infidélité consentie. Donc en fait, tu es associé à droite, à gauche. Tu montes dans des opérations. Tu vis des aventures sympas en plus avec des gens en qui tu as confiance. L'affaire, elle se déroule bien, tout le monde se répartit les dividendes à la fin de l'affaire. Et d'ailleurs, je viens d'arrêter une compta hier. La compta s'était même trompée par rapport au pacte d'associés sur la ventilation de dividendes, parce que tu fais ce que tu veux sur la ventilation de dividendes. Donc Thomas et moi n'avions pas assez de sous. Donc, là, a priori, c'est rectifié. Mais pour la petite blague, personne va s'énerver parce qu'on est totalement en confiance. C'est juste un détail technique parce que ça a été bordé et c'est un truc que tu peux border de manière assez stricte, quoi. C'est pas comme une aventure sur une start-up, quand tu es à 2 ou à 3 sur une start-up, quand elle vaut 3 millions, 4 millions en valo, machin et tout. S'il y a un couac, le mariage, il est pour toute la durée jusqu'à ce que qu'il soit sorti. Par le haut, par le bas d'ailleurs. Ouais. Marchand, l'affaire, elle est finie, et on fait un bilan, quoi. Voilà. Ok. Bon, il a tissé son réseau maintenant. Il veut faire sa première offre, sa première opération, pardon. Donc il faut qu'il arrive avec quelque chose. En effet, soit il sait faire des travaux, soit il arrive avec la pépite, soit il a de la capacité d'emprunt, ou peut-être même pas finalement. La capacité d'emprunt. Honnêtement, ça, alors là, nous, on n'a aucun problème de finance. Il peut avoir de l'apport. S'il a de l'apport, c'est bien. S'il en a pas, c'est pas grave. Franchement, l'apport. Qu'est-ce qu'il peut mettre dans sa valise pour être sexy, quoi? Pour être sexy, il y a deux raisons. Sa capacité à gérer l'opération. Je vais beaucoup plus loin que les travaux. C'est pas les travaux, c'est l'opération. D'accord. Au sens large, manager par exemple l'agent, lui faire un feedback toutes les semaines. Enfin, plutôt forcer l'agent à faire un feedback. Parce que si on laisse un agent dans la nature, c'est pareil. On peut pas s'étonner au bout d'un mois que le mec ait rien fait. C'est normal. Ouais. Ça se manage, ça. Donc ça, c'est du vrai management de proximité que nous, marchands un peu plus expérimentés, on n'a plus très envie, on va pas se mentir, de faire, hein, parce que c'est du job, ça pour le coup. S'il dit, moi, ce job-là, je suis OK pour le faire, j'ai un peu de capitaux propres, je veux bien risquer 5% de l'opération. Bon, OK, il a que ça, mais c'est pas grave. Bon, très bien. Et puis, je vais mouiller la chemise et je te rends la moitié du résultat à la fin. T'inquiète pas qu'on va monter à bord quand même, quoi. Et on va l'accompagner. Alors, certaines opérations, on les a 25 fois au téléphone, d'autres, on les a 3 fois au téléphone, et puis on a juste un coup de fil de la banque qui dit les sous sont revenus à la maison, quoi. C'est à peu près ça. Mais OK. Voilà. Qu'est-ce que tu briefes à l'agent immobilier justement pour qu'il aille te trouver un bien finalement? Tu vas lui dire, tu peux pas lui dire, je veux un bien que je vais réussir à revendre plus cher, tu vois, il va pas beaucoup t'aider. Est-ce que c'est lui qui fait le taf de dire, ok, là j'identifie un truc où il y a tel problème à résoudre et je le propose à des marchands? Voilà, c'est quoi le brief que tu fais à un agent immo en fait pour trouver des biens à acheter en marchand de biens? Alors, briefer véritablement un agent immobilier qui part de zéro sur une opération marchand immobilier, c'est compliqué. Franchement, si tu penses que l'agent n'a aucune expérience marchand et qu'il a lui-même une pépite, parce que ça arrive par hasard, il a pris un mandat avec papier René, voilà, tu vois le truc. Avec 4000 mètres de terrain. C'est ça, devant, et tu regardes, tu fais un PA là-dessus, tu as 8 terrains détachables, tu dis, attends, la maison, elle vaut pratiquement le prix du mandat. Bon, n'essaye même pas d'expliquer ton métier à l'agent. C'est pas la peine, tu vas y passer trop de temps. Donc tu prends, et puis tu nous parles, et on se débrouillera après. Ça marche. On le briefera après. Mais ça arrive très souvent, hein. Je le dis sur le temps de la plaisanterie, mais c'est assez sérieux, c'est-à-dire qu'en fait, ça arrive très souvent. Donc on n'a pas forcément besoin d'un agent expérimenté. En revanche, s'il est expérimenté, à l'inverse, il va se méfier de toi. C'est là que ça devient plus compliqué, parce qu'il va se méfier de toi, donc il faudra tout de suite lui donner des signaux d'assurance, parce que il faut qu'il ait confiance en toi pour aller défendre l'offre que tu vas faire, qui peut-être ne sera pas au mandat initial. Une bonne affaire marchand, très souvent, c'est une affaire qui est passée entre les mains de 2, 3, 4, voire 5 agences différentes pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est ça une bonne affaire marchand, très souvent, très souvent. Les expérimentés le savent bien.
C'est-à-dire qu'une affaire, souvent, quand on nous appelle à la FMDB, parce qu'on a une espèce de hub d'affaires, et que le mec dit ça vient de sortir, c'est du off-market, on rigole un bon coup et on attend. Parce que, ben bien sûr, parce qu'en fait, 9 fois sur 10, le gars vient de prendre le mandat, c'est un first one. Qu'est-ce qui va se passer dans la vraie vie? Toi, tu te pointes, t'es néo. Tu regardes le mandat, tu fais une offre à moins 30. Lui, il a son étalon marché, il va répercuter l'offre à moins 30. Les vendeurs vont dire, mais attendez, on avait dit justement ce mandat-là, on avait dit à tel prix, là tu me racontes moins 30. T'es vraiment naze, petit agent. Tu dégages. Donc je vais en mettre un autre, parce que l'autre, évidemment, meilleur. On n'est toujours pas au prix. Donc il reprend le mandat au même prix. Et on rejoue. Et c'est toujours pas bon. Alors il y a un troisième qui se pointe, qui dit non mais moi je suis meilleur parce que moi je suis chez je sais pas quel réseau, on pourrait en citer beaucoup, un réseau machin qui passe à la télé ou autre. Bon allez, très bien. Bon ben donne-moi un truc, ok. Je te donne le prix mais en fait c'est 10% dessous. On n'y est toujours pas. Le truc est à moins 30. Voilà, et lui il va se planter. Mais peut-être que lui, et justement il sait travailler avec les marchands et qui sait que quand on va venir avec l'offre, on sera dans la vérité. Et donc, dans cette vérité, il va peut-être relayer l'offre comme il faut, parce que, tu l'auras justement briefé pour relayer l'offre, en donnant les arguments pour lesquels tu fais cette offre, pas juste en balançant à la sauvette une offre, c'est pas une offre pour une offre. Et la deuxième raison, c'est qu'il aura véritablement confiance en toi, et notamment confiance sur le fait que tu vas lui donner la recommercialisation, au moins en partie. Donc, il voit la double com. Voilà. Et donc, effectivement, ça, c'est un processus qui nécessite d'identifier des agents plus que les briefés. C'est-à-dire qu'il faut identifier ceux qui, à mon avis, je vais caricaturer, mais tant pis, dans un podcast, c'est ce qu'il faut faire, faut être simple. Je caricature. Allons-y. Je suis désolé, je m'excuse pour les puristes, je caricature. Tu as l'agent débutant. L'agent débutant, il est génial parce que lui, il va répercuter ton offre. Voilà, brut de décoffrage, il va même essayer de défendre ton truc parce qu'au moins il a un client. Bon. Donc ça peut passer. T'as l'agent qui a l'habitude de travailler avec le marchand qui est très bon aussi, et lui, tu vas pouvoir travailler avec lui, mais tu vois, il faut l'inviter à déjeuner, il faut se poser, il faut dire pourquoi tu vas faire l'offre, il faut qu'il y ait un tissu de confiance qui s'installe. Le pire, c'est tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire tout le reste, qui est évidemment une majorité écrasante, qui a pris des mandats, et on le voit très très bien au moment où on parle, quand tu passes de 10 000 à 50 000, et pour un marché qui équivaut à peu près, parce qu'on dit le marché a dégringolé, il n'y a plus de transactions, c'est pas tout à fait exact, il n'y a pas plus de transactions, il y a juste un retour à une forme de normalité. Donc dans cette normalité, le problème c'est que quand tu as 5 fois plus d'intermédiaires, il y a un souci, quoi. Ouais. Voilà. Et donc ceux-là sont aujourd'hui prêts malheureusement à prendre des mandats à des prix qui ne conviennent pas véritablement à nos affaires. Donc, donc il faut être patient. Marchand, c'est patient aussi. Faut pas s'enflammer. C'est l'ascenseur émotionnel, tu penses que tu tiens la pépite, si tu t'aperçois que c'est pas une pépite, tu es obligé de faire une offre ou tu vas te faire jeter, quoi. Tant pis. Ok, maintenant sur le financement, imaginons toujours ce quarantenaire et qu'il a 100 000 ou 200 000 euros de côté. Bon, là, le marchand, il y va cash ou il y a ce même système comme dans l'invest locatif où tu te dis autant faire 4 opérations et aller lever de l'argent, etc. Comment ça se passe un peu cette partie financière? Alors, se mettre sec en trésorerie parce que tu as 100 000 euros devant toi, c'est la pire des erreurs, pratiquement. Alors, j'ai une anecdote là-dessus assez mignonne. Avant que Foncia, pour être transparent, Agence des Damiers est devenu Foncia, etc., rachète le portefeuille de gestion locative que moi je décide de quitter le groupe IREA, de revendre mes parts, typiquement, on avait commencé à développer un réseau de franchise nationale. Donc c'était assez sympa. Donc j'étais en train de former des nouveaux marchands, dont un qui avait une 50aine d'années, qui est MBA, ancien PDG d'un groupe de construction. Donc tu te dis quand même, le gars est équipé. On discute du problème du financement, il me dit j'ai des sous de côté. Je lui dis surtout tu mets pas tes sous. Parce que le principe du marchand, c'est qu'il garde de la trésor au cas où, il a toujours le pouvoir de la trésor, et il fait des systèmes financiers pour que le système tourne sans sa trésor. Il me dit oui, j'ai bien compris, on y passe des heures. Il trouve une affaire, déjà dans une ville, pas terrible, mais bon, admettons, plutôt typé invest locatif, d'accord, et il l'achète cash. Bon, mais résultat, c'est ses parts vendues, et il n'aura fait qu'une affaire. Donc, ça répond à ta question. Non, tes 100 000, garde-les. Mets-les sur un contrat assurance vie. Ça ira très bien comme ça. Dans ta banque. Que tu pourras l'anéantir.
Alors pas forcément dans ta banque, Ou dans la banque qui acceptera peut-être de t'accompagner un jour. Donc Ouais. aujourd'hui, des banques qui acceptent de t'accompagner, il n'y en a pas 36 000. Voilà, donc il y en a quelques-unes quand même qui continuent à accompagner des néo-marchands ou C'est des quoi, marchands on peut donner les débutants. noms des banques? Ouais, actuellement, alors c'est assez variable. La Caixa continuait jusqu'à peu à prendre quelques néos. Alors là, maintenant, c'est à la marge. Et la SG, par exemple, a Ça racheté aide d'être Crédit portugais du ou Nord. pas du tout? Non, ça aide pas du tout. C'est vrai. Puis bon, alors là, pour le coup, Je dis ça parce que je suis portugais. tu peux essayer, mais je suis sûr que ce soit l'argument fatal. Mais bon. Mince. J'avais basé toute ma stratégie là-dessus. C'est pas grave, on trouvera une autre solution, t'inquiète. Si l'affaire est bonne, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que si l'affaire est bonne, on te trouvera tout le temps. Ouais. Financement. C'est impossible autrement. C'est vrai. Impossible ça. Ça c'est clair. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. La SG a racheté Crédit du Nord, qui lui-même avait des antennes locales. Ça marche encore pas mal. C'est-à-dire que les antennes locales n'ont pas été démantelées lors du rachat. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens sur place qui s'occupent de la thématique des promoteurs, marchands de biens et lotisseurs, constructeurs. Qui sont une branche à part. Hein. Alors là, c'est pareil. Hein. Tous ceux qui croient qu'ils vont aller voir le Crédit Agricole du coin et dire je veux faire une opération de marchand peuvent oublier parce que même si d'ailleurs le directeur d'agence prétend qu'il a délégation, mais c'est évidemment faux puisque son système informatique va bloquer quand il va mettre le code NAF de marchand. Donc il n'a pas de délégation, il n'a pas le pouvoir. Le seul truc qu'il peut faire, c'est donner le numéro de téléphone de la personne qui s'occupe du pôle promotion. Mais voilà, donc il y a quand même... Selon les régions, c'est pareil, je parlais du Crédit Agricole, ça va être le grand écart en fonction des caisses locales, régionales, etc. Il y en a qui disent oui au néo, il y en a qui disent non, c'est no way, etc. etc. Mais ton Quadra, là, qui démarre, ben, il peut par contre se servir de son contrat assurance vie comme d'une arme. L'arme, c'est quoi? C'est de dire ben, que si je mets un bout de mon patrimoine chez toi sur un contrat assurance vie, que je peux nantir à ton profit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des quasi-capitaux propres en permanence chez toi, sur lesquels je peux taper comme des quasi-capitaux propres. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a même pas besoin de décaisser la trésorerie. Je ne sais pas si je suis clair, mais en fait, simplement, ton contrat est bloqué. Il est là. Et donc ça, c'est un pouvoir formidable parce qu'évidemment, le banquier se dit quoi? Il se dit, je récupère une relation commerciale avec un mec qui vient de me ouvrir un contrat assurance vie avec 100 ou 200 000 balles. Et en plus, je vais faire des affaires avec. Donc ça, là, oui, là, ça fonctionne. Tu vois, c'est une approche correcte, quoi. Et si tu te pointes juste pour dire, bah voilà, j'ai jamais rien bricolé, je voudrais être marchand, finance-moi. Bah, viens plutôt nous voir à ce moment-là. Ouais. On trouvera une autre façon de faire. Mais la banque, bon, c'est pas pour tout de suite. Quoi. Ok. Tu parlais un peu j'allais dire les pires et les meilleures anecdotes. On va se faire le meilleur investissement et le pire investissement ou la pire histoire. Alors, ah ouais. Tu vas parler d'un demi-million de pertes à côté de chez toi. Tu veux commencer par quoi? Le pire ou le meilleur? Vas-y, on commence par le pire. Allez, on commence par le pire, comme ça on finira sur le meilleur. Le pire, 2013. 2013, il y a 11 ans, on gagne beaucoup d'argent, on va pas se mentir, on gagne beaucoup d'argent. Donc, et puis marchand, ça va vite. Hein. Tu vois, tu as 20% de marge, tu fais un immeuble à 1 million, bouffe, tu as 200 000. Tu en refais un deuxième 6 mois après, bouffe, tu as encore 200 000. Donc, tu compares à ce que tu as été habitué à gagner par ailleurs, bon, tu deviens un peu fou. Donc, je te dis pas, là, 2013, pour notre anniversaire avec mon associé, bouffe, privatisation au bord du lac. Enfin bref, c'était extraordinaire. En plus, tout le monde, on faisait Miami, donc on faisait les flips à Miami, les allers-retours. Faut qu'on vienne là-dessus. Première classe, extraordinaire. Grand moment. Donc on se méfie pas et t'as le syndrome, ce que moi j'appelle le syndrome du motard. T'es motard par ailleurs? Non. Bon, moi je suis motard et pilote d'avion. T'as le même en pilote d'avion. Celui qui est dangereux, c'est jamais celui qui débute. Il est prudent, il s'entoure, il vérifie les choses. Celui qui est expérimenté, l'expérimenté. Le pire, c'est celui qui est entre les deux. Ça vaut pour la moto, ça vaut pour l'avion, ça vaut pour marchand de biens. Et on a eu le syndrome du motard. Parce qu'on va bien, on a plein de pognon. Alors, on baisse un peu la garde et on achète un hôtel à 10 minutes de chez nous. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que c'était le plus près pratiquement qu'on ait jamais fait. J'étais content. Ah ouais, hôtel, on fait 20 appartements dedans. Et là, on va voir notre maître d'œuvre et il nous dit, je me suis associé avec un nouveau financier. Justement, on fait venir des Portugais. Deuxième session portugais. Et donc, ils sont moins chers. Donc, on peut tirer les tarifs. Ça va être extraordinaire, etc. Il nous fait tous les devis et tout. Et comme c'est notre maître d'œuvre, nous, on a confiance en lui. Alors, on a déjà travaillé plusieurs fois avec lui. Il n'y a pas de problème. Et donc, on débloque les fonds. On achète l'immeuble. On a une précommercialisation tout à fait correcte. On achète cet hôtel qui était déjà plus ou moins destination changeante parce que bon, ça rentrait dans les détails d'urbanisme, mais bon, on avait trouvé la faille pour pouvoir basculer ça en habitation alors qu'au départ c'était un hôtel. Donc on se dit on fait 20 appartements là-dedans et on refait, putain, on se voyait déjà en haut de l'affiche avec encore 700 ou 800 000 balles de marge cette fois-ci. Donc c'est une belle affaire. Bon,
Formidable. Un détail près, c'est que il s'est trouvé que ce maître d'œuvre a été embobiné par un génie de la finance occulte qui d'ailleurs est mort en prison parce qu'il s'est suicidé en 2015. Quand on a fini par le faire coffrer, c'est pas nous, hein, c'est tout un consortium, hein, puisqu'il a escroqué des dizaines et des dizaines de marchands un peu partout en France et puis également aux États-Unis, au Canada, en Suisse. Bon, bref, donc c'était quand même quelqu'un qui a fait ça à grande échelle. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir des maîtres d'œuvre comme ça, donc ça c'est très fréquent. Tu travailles avec un maître d'œuvre, tu lui dis tu vas être associé, arrête des salariés de merde, là, arrête de gagner 3000 balles par mois, tu sers à rien là, deviens toi aussi quelqu'un. Donc le gars il disait ouais, alors juste un détail, amène tes clients. Et donc il amenait ses clients dans nous. Et donc toi tu décaissais les fonds, mais tu les décaissais pas sur l'entreprise historique. Ouais, c'était sur une autre société. Et tout était fait en parallèle, en même temps, en simultané. Donc c'était des millions d'euros qui étaient encaissés dans cette société, qui t'attaquait ensuite. Donc tu reçois un courrier chez toi, c'est toi qui as attaqué, hein, voilà, au civil, au pénal d'ailleurs, je rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est rigolo, c'était huilé son truc. Hein. Et toi tu te retrouves à t'expliquer que comme quoi les travaux ils n'avaient pas commencé, et lui il disait les travaux étaient finis. Le temps que tu gagnes, parce que tu gagnes ton procès évidemment, mais le temps que tu gagnes, lui il a liquidé la société, les fonds sont partis à l'étranger. 3 circuits, 2 holdings, c'est fini. Donc en fait, l'argent disparaissait. Et chemin faisant, il t'envoie un petit courrier d'avocat pour t'expliquer qu'en fait, il te rendait 100 000 balles tout de suite, si t'abandonnais toi toute poursuite et lui toute poursuite. C'est-à-dire que balle au centre, toi t'avais perdu 400 000 mais tu récupérais les 100 000, et puis tu continuais ta vie, quoi. Tu vois ? Et quand tu es dans ces affaires-là, oui, pour le commun du mortel, un montant comme ça paraît gros. Mais pour toi, quand tu es embarqué dans une affaire où tu achètes un immeuble, tu dois livrer 20 appartements, et que derrière, en fait, tes travaux n'ont pas démarré, que tes propres clients sont en train de prendre la tangente parce qu'ils n'ont plus confiance en toi, parce qu'ils ont bien vu que l'immeuble n'avait pas démarré, je peux te dire que là, tu fais plus le malin, quoi. Et donc ça, c'est le syndrome du motard. Donc ça, c'est la pire histoire. Voilà. D'accord. Donc t'as pris les 100 000, toi? Alors, j'ai pas pris les 100 000. Alors, figure-toi, j'aimerais bien être le héros de l'histoire, mais pas du tout. Pas du tout, parce que pas du tout, c'est pas moi. C'est mon associé. Figure-toi que mon associé a refusé très clairement de se coucher. Il a dit, moi, je préfère crever. Je me couche pas. Et sur le moment, moi, j'étais très hésitant, mais voyant que mon associé, de toute façon, on ne démordrait pas, j'ai fini par dire, ah, d'accord, on se couche pas. Bref, on s'est pas couché, donc on n'a pas pris les 100 000, on était jusqu'au bout du procès, mais on n'a jamais récupéré l'argent. Okay. Parce que effectivement, suite au pénal, il s'est suicidé en prison ou quelqu'un l'a aidé à se suicider. Là, si tu veux, on fera un podcast spécial là-dessus parce que j'ai plein de théories. Et les podcasts de meurtre et tout, ça marche hyper bien. Ouais, écoute, c'est à envisager parce qu'il y a quand même une sacrée histoire. Hein. Histoire vraie, flippante. Il s'appelait, si vous voulez le googliser, hein, il s'appelait, alors il se faisait appeler Samuel, il avait été baptisé par un évêque. Il s'appelait Nourdine en fait et Adi, A2DI. Voilà, donc quelqu'un de très brillant, hein, le montage extrêmement brillant, et il a escroqué même des PDG de grands groupes, hein, pas seulement des petits marchands, ça allait jusqu'à la très grosse société de promotion. Okay. Donc c'était smart. Mais voilà, il n'est plus parmi nous et nous ne savons pas où est l'argent, donc personne ne sait. Voilà. Il est bien quelque part. Il est bien quelque part. Donc ça c'est la pire histoire, ouais. Et la meilleure. On passe sur la meilleure. Ouais, la meilleure. Quand même. C'est pas forcément celle où alors la meilleure. Ça peut être le plus gros kiff, le plus. Ouais. Enfin, qu'importe. C'est celle où je gagne le plus, celle où j'ai le moins d'emmerdes. Ouais. Peut-être. Celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal. Parce que ça arrive aussi. Heureusement. Ouais, Heureusement. Un jour, j'achète un immeuble, donc je me dis voilà, les travaux, etc. Je prends un maître d'œuvre, contrat. Il fallait retaper une partie, charpente, tout ce que tu peux imaginer, t'avais dedans. Donc même quand tu as un maître d'œuvre fiable, pas qu'un escroc comme l'autre là, malgré tout, tu es obligé de piloter un minimum le BOUSEF. Bon. Donc on démarre la précom, on est le lundi, les plaquettes ont été faites, 2-3 plans 3D quand même pour faire semblant que ça sera comme ci comme ça, etc., pas de problème. Donc là c'est du classique ou classique, c'est un agent tout à fait classique qui démarre la précom. Il m'appelle le vendredi et il me dit c'est bon. Je lui dis c'est bon quoi? Et il me dit c'est bon, j'ai tout vendu. Je lui dis comment ça t'as tout vendu? Il m'a dit en fait il y a alors monsieur dont on tient le nom qui a une grosse entreprise reconnue de la région. Ouais, alors je googlise, je dis oui effectivement. En gros il prend tout. C'est-à-dire il prend tout. Il prend tout. Et les travaux? Il prend tout sans travaux. D'accord. Alors attends, réexplique-moi. Donc effectivement il avait fait une offre. Alors bien sûr sans travaux, plus basse, etc. Mais moi je remouline le truc, je regarde la marge, on est aux 20 points. Et t'as 0 travaux. Ouais. Donc j'ai fait un achat et une revente. Et l'histoire est même mignonne jusqu'au bout parce qu'il avait un appartement qu'il n'avait pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il était occupé. Il y avait une personne qui vivait dedans, un T2.
Et donc, dans ces T2, il y avait une personne qui est dedans depuis 20 ans peut-être. Et donc, il me dit, non, mais celui-là, par contre, j'en veux pas, parce que moi, un truc habité et tout, je veux pouvoir faire les travaux tranquilles, donc ça, j'en veux pas, tu te le gardes. Je dis, ok. Donc, on crée la copro, juridiquement, tu peux, et en fait, lors de l'acte authentique par rapport au vendeur initial, en fait, dans la copro, toi, tu te substitues finalement. Lui achète directement à ta société, et toi, tu n'achètes pas à ta société, c'est un montage très important, parce que du coup, tu n'as pas acheté à ta société, juridiquement, tu as acheté le lot directement au vendeur initial. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais. En fait, il y a deux. Ouais, je vois. Il y a ta société qui, elle, va revendre tout de suite, l'après-midi, et il y a le lot initial. Et donc, je me retrouve avec ce T2, avec ce mec dedans, que je n'avais jamais vu. Je ne l'aurais jamais vu, d'ailleurs. Je n'avais jamais vu le gars, je n'avais jamais vu le T2. Bon, je me retrouve avec ce T2. Bon, épaisseur du trait, là, à l'échelle du projet. Ouais. Et quelques semaines après, le mec dit je ne me plais plus avec tous ces travaux. Je voudrais partir. Donc, tiens-toi bien, je me remets en vente le T2. Le même acheteur, avec le même agent, rappelle, il dit, vous pourriez me prévenir quand même quand vous revendez le dernier appartement de l'immeuble. Et il m'a racheté le dernier appart aussi. Okay. Résultat, il m'a acheté tous les apparts. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai l'histoire du côté locataire qui est marrante, un de mes meilleurs potes. On était en école de commerce, on devait partir en échange au Brésil. Et du coup, il se retrouve avec un appartement qui est plus grand juste pour sa copine, ça fait grand. Donc il hésite, est-ce qu'on doit changer d'appartement ou pas? Est-ce que je la laisse dans l'appart? Est-ce que je continue à payer la moitié de l'appart alors que je suis au Brésil? Oui. Il est dans cette situation où il sait pas trop quoi faire. Et là, le propriétaire l'appelle et lui dit, j'aimerais que vous partiez. Je vous propose 10 000. Ah ouais, très bien. Je vous remercie. C'est mon meilleur pote, on est à l'école, il dit t'imagines le truc de fou, je voulais quitter l'appart, on me propose ça, machin et tout. Et il appelle son père, mon pote, et son père lui dit, attends, laisse-moi appeler le propriétaire. Non, je le vois venir, mais c'est horrible. Le père, il appelle le propriétaire, il le rappelle et il dit, c'est bon, il te donne 20 000. Et du coup, il est parti au Brésil, tranquille. Là, c'est beau. Franchement, très très beau. C'est beau, ça arrive une fois par vie. Ça arrive une fois par vie. Faut le prendre. Voilà, donc il y a des bonnes anecdotes. Bon, moi, tu m'as donné envie. J'ai pas le temps et tu m'as donné envie. Faut tisser un réseau et nous ramener des mecs qui, eux, ont un petit peu de temps. Il faut quand même un petit peu de temps. Oui, il faut du temps. Malgré tout. C'est une denrée rare, le temps. Puis en plus, j'ai mon père qui est le profil typique de l'artisan fin de carrière, qui aime bien maintenant bosser sur ses propres apparts et tout, tu vois. Et en fait, qui aime pas les galères non plus du locatif. Mon père il serait parfait pour aller bosser sur un projet de marchand comme ça. Il peut venir avec nous avec grand plaisir. Ouais. Et en plus, quand il en aura fait 2, il aura plus non plus envie de faire les travaux. Ouais, probablement. Ça, c'est classique. Moi, j'ai plus envie, tu sais que j'ai pas eu envie qu'il vienne bosser au château, sinon ça aurait été son dernier chantier. Non, t'aurais pas dû le faire comme ça. Ça serait cassé le dos plus qu'il se l'est cassé. Affreux. Voilà, c'est ça. Bon très chouette. Non, Miami. Je voulais avoir l'expérience américaine. Comment ça s'est passé? Alors, American Dream or American Nightmare. Ça dépend du point de vue. Non. Après la crise, mon père vivait en Colombie, fauché. Il fait comme tout bon latino. Il va acheter aux États-Unis sur 30 ans à 6,3 alors qu'il n'avait pas un radis. Voilà. Avec des ballons et ces fameux crédits amortissement négatifs, puisque tu ne remboursais même pas les intérêts. Ok. Évidemment, il est saisi, et comme je suis un peu revanchard quand même sur les bords et que je faisais déjà du business dans l'immobilier, je me dis, attends, je suis pas plus con que les autres. Je vais faire un fonds avec des copains qui étaient mes investisseurs qui rachetaient eux les appartements en bout de course dans le process marchand. Donc Mastéos, mais version tu t'adresses aux investisseurs là. Si quand tu dis Mastéos, tu parles à tout le monde au moins. Oui, c'est clair. C'est clair. Et voilà. Et donc je leur dis, on fait un club deal, on met 1 million ou 2, on verra, et puis on achète des trucs, on va hypothéquer après. Après avec l'hypothèque, on pourra racheter parce qu'on aura des sous US. Parce qu'en réalité, ça c'est pareil, ceux qui fantasment, ils arrivent aux États-Unis, bonjour, je voudrais un emprunt, ils montreront comment ils font dans la vraie vie. Lol. Il y a beaucoup qui m'ont dit si, je connais un mec qui. Ah ouais, vas-y, je me présente. Si t'as des gens sur l'investissement à l'étranger, j'ai toujours du mal. Attends, mais bien sûr que non. Donc en fait, pas avoir des clowns quoi. Donc alors aux États-Unis, j'ai du réseau si t'as besoin. Dans l'État de Floride uniquement. C'est grand les États-Unis. Mais pas de problème. Donc on a commencé comme ça. Donc un premier million, un deuxième, un troisième, un dixième. Donc le truc il fonctionne.
On rachète des trucs, il y en a qu'on revend, on arbitre, on fait des conneries, on fait des Section 8. Alors, je sais pas ce que c'est la CAF, l'équivalent de la CAF. C'était pareil. C'était la version, tu sais, du rendement locatif, version US, tu vois. Tu te dis, Section 8, là, c'est du sérieux, il y a la CAF derrière, on risque rien, les copains. Sauf que tu récupères la baraque, elle est dévastée. Ils vivent à 15 dedans. Enfin, bon, je te passe les détails. Donc, on apprend, on fait un premier tour de table qui finalement est le moins successful de tous. Hein. Après, on a fait un deuxième tour de table, puis un troisième tour de table. Et donc, j'ai géré ça jusqu'en 2018. Donc, avec pas mal d'allers-retours quand même aux États-Unis, ce qui devenait un peu fatigant. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis séparé de tout ça. On a fait de belles plus-values, il y a pas de sujet. Par contre, il a fallu garder 3 ans de plus parce que quand tu vois le marché, alors j'allais dire le marché actuel, le marché d'il y a 6 mois, quand tu vois le marché d'il y a 6 mois, c'était le moment de sortir. Là, actuellement, j'y mettrais pas trop des sous tout de suite. Je pense mais j'y retournerai fort de cette expérience probablement. Voilà, donc on a géré comme ça des condos avec une équipe sur place. Enfin, je vais passer les détails parce que ça a été très rock'n'roll. J'ai dû virer mon premier agent, mais Manu Militari, le deuxième encore pire. On est carrément à l'arrivée pratiquement avec des hommes de main pour récupérer les sous des loyers de ce qu'on louait et sur lesquels il n'y avait pas de flip parce que en gros les gars te restituaient plus les sous. Et puis t'es pas comme en France parce que t'as pas les espèces de sécurité qu'on a. Nous, c'est vrai que la France c'est là-dessus un pays incroyable. C'est-à-dire que tu fais du locatif, tu peux mettre des garanties loyers impayés, t'as des assurances dégradation. Bon, alors oui, il faut que les mecs soient éligibles, mais aux États-Unis tu leur parles de garantie loyer impayé, le mec qui te regarde il dit what. Ben en fait un loyer impayé, mais eux ils ont tellement de loyers impayés si tu veux que l'assurance même peut pas fonctionner. Donc en fait le sport américain c'est de pas payer, donc ni le loyer ni le crédit donc voilà. Donc quand tu comprends ça, tu comprends mieux que le système il a l'air plus rentable sur Excel, mais que dans la réalité il n'est pas forcément beaucoup plus qu'en France. Et donc, bref, on s'est beaucoup amusé avec ça. On a eu de belles réussites aussi. Et puis là aussi, quelques panades de merde avec des problèmes d'urbanisme aussi. On se plaint aussi d'urbanisme en France. Oh, venez avec moi, je vais vous expliquer 2-3 trucs sur l'urbanisme américain. Vous allez voir, ils sont très, très sympas, quoi. Okay. Et ma dernière anecdote, il y en a plein, j'ai des anecdotes sur les États-Unis. Il y en a une qui était mignonne, c'était, il restait de l'eau, je crois, au moment du Covid. Vraiment, sur toute la masse, il restait vraiment plus grand-chose. Donc, je m'en occupais avec les doigts de pied, évidemment. Covid arrive, il ferme tout. Et il y a une clim qui n'est pas au bon endroit. Elle a été posée du mauvais côté de la maison qu'on devait donc revendre. Et le Covid est là, les agents ne peuvent plus faire de visite. Et puis évidemment, le mec qui a posé la clim du mauvais côté, il est au moins aussi brillant que les mecs qui posent des clims en France. Je suis désolé, ceux qui m'écoutent, qui posent des clims, vous êtes certainement super. Enfin, d'une manière générale, disons qu'il y a aussi à boire et à manger. Et donc le mec, la mairie m'écrit, enfin c'est le counting, et ils m'écrivent, ils me disent, voilà, vous prenez $250 par jour d'amende parce que non respect des règles d'urbanisme. Je leur dis, mais oui, mais alors moi, je suis en France. Là, vous voyez, le Covid, je sais pas si vous avez vu les infos, mais en fait, je vais pas trop pouvoir venir tout de suite. Et de toute façon, le mec n'a même pas le droit d'intervenir. Eh ben, c'est le rêve américain. Ils s'en foutent. Ils t'envoient $250 tous les jours. Ah ouais. Voilà. Et ça, c'est les États-Unis. Donc, c'est une façon de travailler vraiment très différente. J'ai eu beaucoup de plaisir et j'y retournerai avec plaisir quand le marché aura atterri. C'est pas pour tout de suite. Il faut attendre encore un petit peu, ça remet de patience, mais on y retournera, on va se marrer. Je l'ai fait en Espagne aussi, donc je connais bien l'Espagne pour ça. Et c'est pareil, j'attends le coup d'envoi. Et c'est pas tout de suite non plus. Donc il faut s'armer un peu de patience. La France, on a un temps d'avance sur le problème, donc finalement, le redémarrage sera plus vite. Ouais, je t'ai pas posé cette question. Est-ce que les affaires elles se trouvent partout ? Est-ce que tu as des zones, des pays, des régions, des villes où typiquement, t'as pas donné beaucoup de... Quand tu parlais des immeubles et tout, c'était peut-être par simplification pour pas donner de détails, mais t'as pas trop donné les villes, etc. Est-ce que c'est parce que c'est comme les coins champignons et... Ah non, pas du tout. Alors, il n'y a pas de coins champignons, tout simplement parce que les marchés se régulent toujours, forcément. Okay. Je dirais que il faut quand même regarder en marchant, il faut se projeter sur le futur. Se projeter sur le futur, ça veut dire quoi ? C'est là, sans faire de théorie de comptoir. T'as la zéro artificialisation nette des sols, blablabla, qui arrive. C'est pas un petit phénomène, c'est une tendance de fond. Cette tendance de fond, elle fait quoi ? Elle fait que des bleds paumés qui étaient excentriques, qui sont pas sur des hubs de connexion, notamment de transport ou énergétique, en réalité vont être des déserts. Je ne vois pas comment on empêcherait ce mouvement qui est planétaire, hein, c'est pas seulement la France. Voilà, les grandes villes, que ce soit en Chine, dans les grands pays, de toute façon, d'une manière générale, se sont agrégés. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'à un moment donné, en bon sens paysan, si tu commences à faire des affaires sur des trucs qui sont pas connectés,
concrètement, si tu as du stock, ton stock risque de valoir pas grand-chose d'ici assez peu de temps, parce que pour moi, ça va s'accélérer ce phénomène. En revanche, si tu es proche de hub, là, c'est différent. Voilà. Donc, souvent, les gens me chambrent avec ça parce que je suis toujours en train de citer Saint-Étienne comme étant une ville. Désolé pour les Stéphanois. Allez les Verts. Allez les Verts. Mais c'est beaucoup excusé dans cet épisode. mais disons que voilà. Bon, personnellement, je souhaite pas y aller pour y vivre. Par contre, j'ai fait des belles affaires parce qu'en réalité, tu es quand même relativement connecté à un pôle économique. Tu as une vraie cité universitaire. Enfin, je veux dire, c'est malgré tout une ville. Oui, sur le papier, voilà, elle a pas que des atouts, mais en même temps, elle est connectée. Un petit peu plus loin, si tu te détaches un peu plus dans la pampa, là, tu vas avoir des rendements locatifs complètement dingues. Mais objectivement, au moment où on parle, en tant que marchand, mais jamais j'y mets un pied, quoi. Tu vois. Donc, c'est pas tellement un endroit spécifique, c'est plutôt des phénomènes qu'il faut observer, des phénomènes de densification, de croissance démographique, d'interconnexion des hubs routiers, autoroutiers, bien entendu, ferroviaires éventuellement, etc., etc. Si je prends l'exemple du Lyon-Turin, tout le monde m'a bassiné avec ça. Le Lyon-Turin, ça va offrir plein d'opportunités, mais pas du tout. Lyon-Turin, qu'est-ce que tu as raté? Lyon-Turin, deux villes, elles sont connectées. Les trucs qui sont entre les deux, malheureusement, alors je suis désolé, bouchez-vous les oreilles, ceux qui sont entre les deux dans des villages excentrés, mais le village va perdre sa poste, va perdre sa pharmacie, va perdre son médecin. Et l'école finira par fermer. Comment tu vas arrêter un phénomène pareil ? Et c'est logique, ça coûte beaucoup trop cher à entretenir, là où à l'heure de... On parlait d'écologie aussi tout à l'heure en off, à l'heure où il faut travailler une logique d'urbanisme à l'échelle nationale, tu ne peux pas continuer à faire vivre des villages, hormis s'il y a du tourisme. Mais s'ils sont connectés à rien, ni économie, ni hub énergétique, je parle par exemple du photovoltaïque, des choses comme ça qui relèvent de l'énergétique, ni à des routes qui vont facilement amener vers des centres universitaires ou des écoles, t'as un souci, tu vois. Et donc ça, chercher là-dedans, à mon avis, c'est trouver des affaires qui seront pas chères, sauf que pour un marchand de biens, le pas cher est pas forcément ton ami, quoi. Vraiment pas. Okay. Et parfois, il vaut mieux viser des affaires un peu plus chères, venir nous voir et le financement, on le trouvera. Mais au moins, l'affaire est saine. Voilà, ça, c'est vraiment le plus important. Et en quoi cette tendance démographique, par exemple, elle t'intéresse si toi, ton métier de marchand de biens, c'est d'acheter et d'essayer de revendre le plus rapidement possible sous 3 mois? C'est une super bonne question. Le truc, c'est que toi, tu vises un acheteur final. Et l'acheteur final, à moins que ce soit un naïf de l'investissement locatif qui ne croit que dans Excel et dans le cash flow positif, et il y en a de moins en moins, hein. Ceux d'il y a 3 ans, 4 ans, ils se sont tous réveillés là, en se disant « Attends, il n'y aurait pas quand même un problème ?» Oui, il y a quand même un problème. Donc, cela se trouve de plus en plus difficilement, il est naïf, mais si tu n'as pas de naïf, tu vas revendre à qui ton immeuble? Tu vois, c'est ça le problème. Nous, on pense revente avant de penser achat. Donc, oui, on ne s'inscrit pas dans le long terme, sauf que même sur le court terme, il faut être là où il y a des acheteurs. Et là où il y a des acheteurs, c'est pas là où Excel te dit que tu as 14% de rentabilité nette. Sur Excel. Ouais. Ok, très bien. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Si les gens veulent se former ou où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous envoient un petit mail. Donc l'INFIM, Institut National des Formations Immobilières et Marchands de Biens, donc société dans laquelle je suis jugé partie, effectivement, parce que j'ai quelque part, mais j'y crois, c'est-à-dire qu'on a fait les choses sérieusement. Voilà, je pense avec nos tripes et quand on regarde la liste des intervenants, on voit quand même que ce sont des gens plutôt sérieux. La FMDB nous rejoindre, ça c'est associatif, donc ça c'est vraiment open et hyper friendly. Donc il y a les néos sont évidemment bienvenus. Il y a aucun. Souvent on me dit ça, mais ouais, mais moi j'ai pas encore fait ma première opération. Bah oui, mais enfin en même temps, si tu viens pas maintenant pour apprendre à la faire et que te connecter à ceux qui pourront t'aider à la faire, en fait tu la feras jamais. Donc en réalité, dans 2 ans on en parle encore, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut rentrer dans le système comme ça. Et puis il y a quelques petites surprises que je peux pas encore dévoiler, mais on a un petit écosystème qu'on est en train de monter. Il y aura une partie du coming out qui va se faire samedi, mais je ne peux pas spoiler pour l'instant. Bon, on le saura au moment de la sortie. Je pense, ouais. Et si on veut te contacter? Pour me contacter, LinkedIn, c'est à peu près voilà, c'est vraiment le réseau que j'utilise sur les autres. Puis tu postes souvent en plus. Voilà, j'ai une newsletter par semaine où je traite d'activités marchandes bien sûr, mais des fois je dérape un peu sur l'économie et l'immobilier d'une manière plus générale que ça. Et puis je reste fan quand même d'investissement
au global. Donc, et puis c'est aussi ta formation Ah bah oui, sur au l'économie. départ, c'est une des formations professionnelles, mais c'est absolument passionnant. Franchement, bah, de toute façon, tu vois défiler plein de gens passionnés dans ton podcast. Je pense que quelqu'un qui se passionne pas un minimum pour le business au sens fort, bah, il fera pas d'invest, il fera pas de marchand et il regardera les autres le faire. Et justement, à 40 ans, il dira putain, j'aurais dû en faire parce que si je l'avais fait avant, ben, j'aurais moins de problèmes de sous. Et maintenant, avec mon salaire de 3000 balles par mois, quand mon kilo de tomates est à 10 balles, j'ai du mal, quoi. Bah oui, mais en fait, c'est maintenant que ça démarre, quoi. C'est toujours le bon moment. Trop bien. Bonne conclusion. Merci Eric. Merci à toi. Allez, à très vite. Puis Ciao. si vous êtes jusque-là, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que bah, le sujet vous a plu. Vous êtes un fidèle auditeur du podcast. Si vous n'avez pas encore mis un petit avis Apple Podcast, si vous n'avez pas suivi la page Instagram, bah, c'est le moment de le faire, quoi. Faut le faire. Et allez suivre Eric Weiss, W-E-I-S-S. Ouais. Ok, et je prononce bien? Ouais. Parfait. Sur la Sur française, LinkedIn. c'est très bien. Parfait. Voilà. Allez, salut à tous. Ciao. Merci.